Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder avec notre invité Stéphane Simon trois thèmes. Trois thèmes qui vont être les suivants. Le premier, c'est comment devient-on souverainiste ? Et Stéphane Simon, par son parcours personnel, va nous raconter justement ce qui lui est arrivé, comment il a eu cette illumination. Le second thème, c'est tout simplement le traitement de nos idées, le traitement des idées souverainistes au sens large dans les médias. Stéphane Simon va pouvoir là aussi nous éclairer sur ce sujet puisqu'il travaille dans ce secteur. Et enfin, en dernier lieu, comment œuvrer à l'union des souverainistes aux élections européennes. Stéphane Simon y travaille et il nous donnera aussi quelques pistes. Eh bien, pour pouvoir présenter notre invité, je passe la parole à Charles-Henri Gallois, le président de Génération Frexit, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Juste pour présenter Stéphane Simon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc qui est le cofondateur de Front Populaire. L'idée du vocal de ce soir, en fait, c'est qu'il nous présente sa vision personnelle du souverainisme et quelles sont, selon lui, les perspectives. Est-ce que à terme, il considère qu'il puisse y avoir une union des souverainistes ou si ça lui paraît compliqué. Donc je vais maintenant pas monopoliser la parole parce que l'idée c'est évidemment d'échanger avec des questions-réponses après l'exposé de Stéphane. Et voilà, je vais pas plus monopoliser la parole. Je laisse Stéphane démarrer. Et bonne soirée à tous et je vous invite à poser vos questions sur le message vocal. Et bonne écoute à tous et à tout à l'heure. Vous parlez du souverainisme, c'est un peu me prendre à chaud comme ça. Je suis difficilement. Je pensais que c'était plutôt sur la forme d'une question-réponse ce soir que vous me demandiez de participer, donc c'était plus agréable pour moi de répondre aux questions qui étaient les vôtres plutôt que de faire un exposé. Je pense que le plus simple, c'est plutôt que je raconte comment on a lancé il y a un peu plus d'un an Front Populaire. On est parti d'une réaction très forte à l'actualité qui était ce contexte de pénurie sanitaire. On était confinés. Michel était, lui, à la Martinique. Moi, j'étais coincé dans un beau quartier de Paris. Je dirais sans peine lequel était-ce. C'était dans le 16e arrondissement. Je me suis retrouvé confiné dans le 16e arrondissement et il nous est arrivé, vous tous comme moi, de constater qu'à la pharmacie du coin, il n'y avait ni test, ni masque, ni gel hydroalcoolique, ni thermomètre. Même thermomètre, moi je me suis retrouvé avec 2 enfants et j'avais même pas de thermomètre pour prendre leur fièvre. Et c'est vrai que soudainement, l'idée que puisse échapper à la France, on dira simplement les éléments de sa propre survie, qui sont des éléments sanitaires, des éléments de santé, il n'y avait plus rien. Et il m'est apparu comme une espèce de révélation à ce moment-là, que ne pas avoir la maîtrise de la production de ses contenus, ne pas avoir la maîtrise de la production de sa santé, c'était une folie. C'était une folie, et soit on continuait à s'aveugler avec ce concept qu'on nous vendait comme joyeux, qui était la mondialisation. Donc on s'est retrouvés les uns et les autres à macérer dans son coin en se disant mais qu'est-ce que l'on a fait de ces 30 dernières années pour en arriver là. Donc moi je fais partie de ces gens qui sont venus au souverainisme par réaction, tardivement et par réaction et par indignation, par on va dire toutes ces formes de trahison accumulées depuis beaucoup d'années, où on avait été déçus par la droite, par la gauche, on a été déçus par les hommes, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jacques Chirac. On était déçus d'avoir été trahis lors du référendum de 2005, plus proche de moi du référendum sur Notre-Dame-des-Landes qui n'avait pas été respecté. Et j'ai vu là une forme d'accumulation de preuves que notre système démocratique dysfonctionnait, qu'en fait il avait été kidnappé par une oligarchie et que aujourd'hui le peuple avait beau se prononcer,
il se prononçait plus, on ne le convoquait plus à se prononcer pour l'essentiel, on le convoquait pour se prononcer sur un spectacle de marionnettes qui était finalement une présentation de candidats, les uns plus habiles que les autres pour nous faire croire qu'ils allaient changer notre quotidien. Et c'est vrai que d'un seul coup, le spectacle de l'évidence, c'est-à-dire la pénurie, encore une fois, la pandémie rajoutée à la pénurie, eh bien, faisait que il était temps qu'on lance une insurrection médiatique. Et ça a été le démarrage de notre aventure à Front Populaire, qui est une aventure qui n'a cessé de s'amplifier depuis, parce que il se trouve que je crois que la pandémie a été un électrochoc pour beaucoup de gens. Je crois que vraiment, ça a été un révélateur d'une grande souffrance, d'une espèce de, comment dirais-je, d'un seul coup, d'un espace de lumière qui avait réussi à percer dans une espèce de bâche d'opacité qui avait été tendue depuis longtemps. Et pour moi, l'étape numéro 1, c'est tout simplement de se dire, avant de se prononcer pour une politique de droite ou de gauche, c'est de savoir tout simplement que la politique que l'on décidera sera une politique qui sera appliquée parce que nous aurons les moyens de notre souveraineté. Et c'est ça, on va dire, le démarrage de cette aventure de Front Populaire. Voilà. Et c'est pour ça que quand Michel a lancé cet appel à tous les souverainistes, de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs, eh bien, j'ai senti comme une espèce de survie l'idée de l'accompagner. Ça me paraissait une espèce d'évidence. J'ai même pas mesuré à quel point ça me générerait des problèmes dans mon environnement professionnel, parce que je suis producteur de télévision et que, évidemment, à la télévision, il y a beaucoup de gens qui sont dans la bien-pensance et qui sont dans l'idéologie woke, qui sont dans l'idéologie de la globalisation heureuse. Et je ne mesurais pas tout ça, mais de toute façon, même si je l'avais mesuré, le choix était fait. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle sur nous-mêmes, sur notre avenir, sur nos vies, donc sur la politique que nous entendons conduire demain. Et la condition sine qua non, c'est de reprendre le contrôle. Voilà, les Anglais nous ont montré que c'était possible. D'autres nous montrent qu'ils n'y ont jamais renoncé. Je pense aux Suisses. Et on peut être girondin, jacobin. Ça, c'est une affaire qui est pour moi secondaire par rapport aujourd'hui à l'idée de simplement vouloir que les Français décident pour eux-mêmes. Voilà, c'est le fondement pour moi de toute espèce d'engagement, c'est de savoir si on veut que les Français décident pour eux-mêmes, ou alors si on ne souhaite plus se déterminer en fonction de notre appartenance politique, historique, géographique. Donc on donne à d'autres les conditions de la décision. Pour moi, c'est une évidence que les conditions de la décision doivent rester au sein de l'État-nation, parce que pour l'instant, on n'a rien trouvé de plus protecteur que l'État-nation. Et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous met à l'abri des tempêtes de l'idéologie. C'est ce qui nous fait appartenir à un groupe, à tout simplement un bien commun. Le bien commun, c'est l'État-nation. Voilà. C'est ce qui nous fait oublier les différences aussi, que l'on soit un homme, une femme, que l'on soit d'origine de la Sarthe, de la Mayenne, d'Algérie ou d'ailleurs, peu importe. Ce qui nous fait oublier toutes les différences, c'est précisément l'appartenance à l'État-nation, la communauté nationale. Voilà. À partir du moment où il n'y a plus de communauté nationale, il n'y a plus d'appartenance à rien, et on se retrouve une somme de communautés à se regarder dans le blanc des yeux quand on ne va pas se chercher les poules dans la tête. Et on commence à se distinguer par rapport à son critère d'appartenance de genre, par rapport à son critère d'appartenance géographique, d'origine, par rapport à son critère d'affinité sexuelle, peu importe. Enfin, tout devient problématique. Plus rien ne fait communauté. Et pour moi, c'est la pire des choses qui puissent arriver à un peuple. C'est celui-ci, c'est l'archipélisation, la fragmentation, la communautarisation. Voilà. Donc, pardon pour cette introduction un peu longue. Je vous ai dit ce que j'avais sur le fond du cœur, et puis je vous ai dit surtout comment m'est arrivée l'envie de participer à cette reconquête souverainiste. Et maintenant,
je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions. Bien, merci beaucoup Stéphane Simon de cette présentation avec laquelle nous serons tous d'accord. Je vais essayer de reprendre les questions, il y en a déjà certaines qui ont été écrites, de les regrouper et de pouvoir trouver une problématique pour ces questions. Je voulais poser une question qui commencera donc la série, c'est quelle est, selon vous, Stéphane Simon, l'option stratégique la plus importante à prendre pour pouvoir recouvrer notre souveraineté et aller vers un Frexit? Alors, pour moi, le Frexit est l'objectif. Pour atteindre l'objectif, il faut commencer par redonner la parole au peuple. Redonner la parole au peuple, ça veut dire le questionner par référendum sur un thème, quel que soit le prétexte d'ailleurs. Est-ce que c'est les conditions de l'immigration? Est-ce que c'est les conditions d'appartenance à l'Union européenne? Est-ce que c'est... Peu importe le prétexte. Le prétexte, finalement, nous conduira à créer une légitimité populaire à partir du moment où il conduira les hommes à aller voter. Les hommes et les femmes de France à aller voter. À partir du moment où on se sera exprimé les uns et les autres en dissonance avec l'Union européenne, à ce moment-là seulement, eh bien, on pourra tirer les conséquences de ce vote et se dire, puisqu'on n'arrive pas à se faire entendre et puisque les conditions de notre choix politique ne sont pas remplies, eh bien, on peut optionner le retrait. Voilà, moi, comment je vois les choses, donc de façon extrêmement simple. C'est certainement beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, spontanément, je crois qu'il y a nécessité d'appuyer ça sur une souffrance, la souffrance étant la motivation qui conduira les gens à aller voter. Voilà. Et quand ils auront voté, on pourra dire, face à une appartenance à un grand tout, on pourra dire, puisque nous n'avons pas les conditions pour faire reculer cette souffrance, nous pouvons, à ce moment-là, exercer un droit de retrait. Alors, Front Populaire a été créé pour gagner attention, le combat des idées. Oui. On est bien d'accord. D'abord, moi je m'exprime en tant que Stéphane Simon, parce que Front Populaire, c'était évidemment une somme de sensibilités différentes, puisque c'est ce qui a été voulu depuis le début. L'idée, depuis le début, c'était de dire on a le droit d'être plutôt tenté par des options de gauche ou des options de droite. On a le droit de ne pas s'être intéressé à la politique jusqu'à présent. Ou au contraire, on a le droit d'avoir été très intéressé par la politique et de ne plus s'y retrouver maintenant. Mais on a tous en commun une préoccupation, c'est la France. Voilà, la France, que l'État-nation français, que l'on pose au-dessus de tout. Donc moi, je m'exprime dans ce cadre-là. Donc je n'incarne que Stéphane Simon, je ne suis pas la ligne politique de Front Populaire. La ligne politique de Front Populaire, elle est en général d'ailleurs discutée entre nous avec des tas d'options différentes, des gens qui sont plutôt de droite, de gauche, il y en a qui n'ont jamais appartenu à la moindre organisation politique, et puis d'autres qui appartiennent à des organisations politiques, et puis on essaye de faire des motions de synthèse. Mais l'idée, c'était juste de créer un endroit déjà où tous ces gens qui avaient la France au cœur, eh bien, pouvaient discuter entre eux, poser des débats sur la table, voir comment ils réagissaient, et surtout ne plus avoir honte de simplement cultiver on va dire des penchants souverainistes que l'on a tendance à rendre coupables systématiquement, alors qu'il n'y a rien. C'est amusant comme cet exemple qui est souvent pris quand on dit je ne fais pas appel à mon syndicat de copropriété pour savoir quelle est la couleur du papier peint que j'ai envie de mettre chez moi. Voilà, c'est un peu ça, le souverainisme, c'est de permettre à chacun chez soi de pouvoir décider de la couleur du papier peint que l'on a envie de mettre et de la couleur de la moquette. Voilà. Et c'était ça l'idée de Front Populaire, c'était d'avoir un endroit où on puisse parler tranquillement, sans avoir l'impression d'être ostracisé, et permettre, grâce au jeu de la vie intellectuelle, de montrer que ce ne sont pas des idées diaboliques,
Pas du tout. Ce sont des idées, au contraire, qui sont construites sur une espèce de bon sens commun, et que y a largement matière à argumenter ces choix-là. Et c'est la feuille de route de Front Populaire, c'est ça, c'est d'être l'endroit où on discute. Eh bien, nous vous en remercions. Et justement, pensez-vous, depuis la création donc de Front Populaire, pensez-vous être en train de gagner cette bataille des idées, cette bataille gramscienne de pouvoir réussir à imposer dans le champ politique la notion de souveraineté, de recouvrer notre souveraineté? Par rapport à la diffusion, par exemple, du magazine, est-ce que vous voyez que cela s'améliore? Est-ce que vous pensez que ce combat est en phase d'être gagné? Je pense que on serait bien prétentieux de penser que simplement Front Populaire a suffi pour faire exploser tous les tabous français, les non-dits et les désespoirs français. Pas du tout. Je pense que simplement ça contribue à le fait qu'il existe dans un océan de médias. 85% des médias sont contrôlés aujourd'hui par les 9 familles milliardaires qui sont proches toutes du président. Simplement avoir une petite voix dissonante quelque part, eh bien, ça permet de rasséréner certaines personnes, ça permet de montrer qu'on peut être en très bonne compagnie intellectuelle avec des gens qui sont de grande qualité, évidemment, mais je pense à Michel Onfray en priorité, mais pas que. Les gens qui travaillent à Front Populaire, ce sont des contributeurs excellents. Ce sont des gens qui ont une vie intellectuelle riche. Ce sont des gens qui ont beaucoup publié. Ce sont des gens qui ont montré à de nombreuses reprises que leurs avis étaient éclairés. Que ce soit Régis de Castelnau, Charles Henry, peu importe qui l'on prenne, on arrive à montrer qu'on arrive à étayer nos arguments. Et donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Après, il y a toujours un succès important pour Front Populaire, parce que c'est un journal qui vit de l'appétit de ses lecteurs, contrairement à beaucoup d'autres qui vivent de subventions publiques. Front Populaire ne vit ni de la publicité, ni de subventions publiques. Nous n'avons jamais reçu le moindre soutien de la puissance publique, nous n'en voulons pas d'ailleurs, et nous n'avons jamais conditionné notre sortie à la publication de publicité. Voilà, donc on est vraiment un média libre et indépendant. Que ce média libre et indépendant existe sous sa forme trimestrielle, qui est, on va dire, le fleuron absolu de Front Populaire, c'est-à-dire c'est les questions essentielles traitées de façon thématique une fois par trimestre, comme un ouvrage et pas comme un journal, c'est-à-dire quelque chose que l'on garde sur un rayonnage. Voilà, on a une revue qui est une belle revue, qui est une revue de grande qualité, qui est travaillée avec une équipe rédactionnelle de premier plan, et cette revue-là, c'est l'écrin. Et puis, il y a un site au quotidien. Ce site va permettre de traiter l'actualité, les petites questions, mais l'actualité du souverainisme, c'est important d'en parler. Tout ne nous plaît pas chez les souverainistes. Il y a des souverainistes qui nous plaisent plus ou moins. Il n'empêche que chacun aura, à un moment ou à un autre, la chance de voir traiter son actualité, parce que c'est important qu'il y ait un endroit où, quand on considère que la question de la France et de l'État-nation est essentielle, eh bien, on puisse se dire, au moins là, ça va être traité sans arrière-pensée, sans se pincer le nez. Voilà, ça va être... il y a un endroit où il y a un état de fait. Voilà, c'est là où ça se passe. Donc, ce site, il a plus d'urgence, évidemment, et il est conditionné par l'actualité, mais il prend quand même le temps de réfléchir. C'est pas un site qui se donne l'obligation de faire 200 parutions, 200 posts par jour, pas du tout. C'est un site qui fait 5, 6, 7 parutions par jour. C'était une offre qui manquait. C'était une évidence qu'il fallait inventer, en dehors de la chapelle, des chapelles politiques, un endroit où on se dise la question de la souveraineté, elle est devenue centrale comme jamais. Cette question-là, elle se posait moins il y a 40 ans, évidemment. Elle se posait avec moins d'acuité aussi il y a 20 ans, quand on venait juste de rentrer dans la zone euro, où les gens ne savaient pas exactement ce que l'avenir leur réservait,
Aujourd'hui, tout le monde peut faire le bilan et tout le monde peut voir que l'Union européenne, c'est pas la panacée, loin de là, qu'on a extrêmement peu progressé. En tout cas, les Français ont peu progressé depuis 20 ans en termes de pouvoir d'achat, en termes de liberté publique, en termes d'industrialisation, etc. Au contraire, on est en recul sur tous ces sujets. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien quand même quelque chose qu'il faut incriminer. Eh bien, très souvent, on paye cette espèce d'obsession européiste et très souvent, Charles-Henri n'est pas le dernier à le rappeler, quand on se félicite et qu'on fait croire aux Français qu'un plan de relance où la France va bénéficier de 40 milliards d'euros, c'est formidable, alors qu'au final, ça va leur coûter presque le double en termes on va dire de charges et cotisations, voilà, il faut qu'il y ait un endroit pour le dire aussi. Donc, Génération Frexit le fait de façon plus politique, on va dire, et nous, on le fait de façon médiatique. Il y a des questions concernant votre carrière de journaliste et justement par rapport à l'idéologie dominante européiste que l'on peut trouver dans l'ensemble des médias. Est-ce que justement, tout à l'heure, vous avez évoqué qu'avec certaines personnes, vous avez pu avoir quelques frictions par rapport à vos collègues. Est-ce que vous avez pu ressentir une certaine acrimonie dans votre carrière? Vous avez pu avoir même des rédacteurs en chef qui ont pu dire attendez, ça, il faut le mettre de côté. Et enfin, est-ce que vous gardez dans vos connaissances personnelles certains journalistes connus qui pourraient sauter le pas et faire leur coming out souverainiste? Vous savez, aujourd'hui, la télévision publique, il faut aller rencontrer Brigitte Macron pour parler de télévision. Hein. C'est ça la réalité. La télévision publique, déjà, vous la mettez de côté quand vous n'avez pas envie d'aller parler avec Brigitte Macron. Et qu'est-ce qui se passe après? Écoutez, c'est simple, hein, vous avez des chaînes privées qui vous attendent. Et là, vous avez toute espèce de cas de figure, des gens qui se foutent totalement de vos idées politiques, puis des gens pour lesquels ça compte, donc ils n'ont pas nécessairement envie de vous donner du boulot si vous n'êtes pas dans leur chapelle. Voilà. Donc je ne veux pas faire de généralité sur mon métier. Ce qui est sûr, c'est que c'est un métier qui est très protégé quand même. Les gens qui ont du boulot à la télévision, ils gagnent bien leur vie, ils n'ont pas les angoisses de fin de mois. Ce sont des gens qui ont en plus des passe-droits, entre guillemets, parce qu'évidemment, quand on appartient à la classe médiatique, on vous reconnaît dans la rue, on vous reconnaît au restaurant, on vous donne la meilleure table. Si vous allez en vacances quelque part, on est ravis de vous accueillir mieux que les autres. Il y a un petit peu du marquisat dans la classe médiatique, c'est-à-dire ils ne vont pas y voir un privilège, et pourtant si, c'en est un. La réalité, c'est que c'en est un. On n'a pas souffert dans la classe médiatique, on n'a pas vu la difficulté, la désindustrialisation, les usines qui ferment, le textile qui disparaît, tout ça. On n'a pas connu, comme les ouvriers, si vous voulez, les ouvriers de l'audiovisuel, ils ont tous été beaucoup plus protégés que dans les autres secteurs de l'économie. Et c'est ce qui explique aussi certainement cette espèce de, comment dirais-je, d'adhésion à la doxa des journalistes. La doxa, c'est que finalement, ça va pas si mal. Il faut pas se laisser tenter par les discours populistes. Il faut pas se laisser caricaturer. Il faut pas que les solutions simples et le bon sens triomphent. Au contraire, le bon sens, c'est moins bien que la pensée complexe, etc. Tout ça fait que les journalistes se sentent un peu, pas très spontanément, embarqués par les idées souverainistes, n'ont pas beaucoup à partager avec les classes populaires, etc. Je caricature évidemment atrocement. Ce que je suis en train de faire, c'est quand même pas bien, parce que je dis que tous les journalistes se ressemblent, ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup de journalistes qui partagent des engagements sincères, et puis il y a des tas de gens éminemment respectables dans ce métier qui ne seraient pas du tout d'accord. Mais je dirais quand même, la classe médiatique a été une classe très, très, très protégée. J'ai souvenir que quand TF1 a été privatisé, ce que l'on disait à l'époque, quand Francis Bouygues a commencé à revaloriser de façon spectaculaire le salaire des animateurs et des journalistes, eh bien, c'est qu'il avait très bien compris une chose, c'est qu'un journaliste très, très bien payé,
c'est un journaliste qui ne va pas cracher dans la soupe. Et c'est vrai que le fait d'avoir ménagé la classe médiatique pendant tant et tant d'années, ça fait que la classe médiatique est moins sensible à la râlerie et qu'ils ont tendance systématiquement à trouver que bon, le poujadisme, ça suffit 5 minutes, il y en a marre des simplistes, il y en a marre des populistes, que tout ça, ça tire vers le bas, que c'est pas du niveau 2, etc., etc. Bon, la réalité, c'est que la pensée, elle devrait être beaucoup plus libre dans ces métiers-là, plus encore qu'ailleurs, parce que ce sont des métiers dans lesquels, précisément, on a accès à de l'information. Alors, quand on fait de l'information sans œillère, on peut se dire que tout, et là, je voudrais même m'exclure, moi, de mes propres affinités, c'est-à-dire que je trouve tous les jours des arguments et des contre-arguments à ce que je peux penser. Eh bien, c'est ça l'exercice du journalisme. C'est aussi d'être en capacité de se dire, bon, ok, je fais comme ça, je pense comme ça, mais ce n'est pas nécessairement la vérité. Il y a des faits, oui, ça c'est une forme de vérité, mais après il y a des interprétations. Et la manière d'interpréter des faits, ça vous conduit à une vision qui est parfois parcellaire des choses. Voilà. Donc, pourquoi cette longue digression? C'est juste pour vous dire que je pense, oui, que la classe médiatique, elle est un tout petit peu en deçà en ce moment par rapport au pays qui partage de grandes angoisses, de grandes souffrances. Il y a des souffrances, culturelles, il y a des souffrances identitaires, on le voit bien. Il y a des souffrances industrielles. On est quand même dans une très sale situation. On a de la chance. Il y a encore des marchés financiers qui prêtent de l'argent, qui fait que tout le monde est tenu dans une espèce de confort. Tant qu'il y a de l'argent qui rentre, tant qu'on arrive à boucler vaguement la fin de mois, même si c'est dans des conditions un peu miséreuses, les gens ne sortent pas avec des faux, hein, ça c'est sûr. Ils restent chez eux et ils attendent des jours meilleurs. Simplement, on n'est pas sûr de les voir, les jours meilleurs. Voilà, pardon pour avoir été si long. Non, nullement. Mais alors justement, on reste encore sur la classe médiatique dont vous parlez. Certains parlent de clergé médiatique. Là, vous avez du haut clergé, les gens qui sont plutôt bien payés, qui ont des conditions de travail correctes. Mais il existe aussi un bas clergé. Il y a journalistes qui sont précarisés, pigistes, dans des journaux qui parfois sont en difficulté. Il n'y a pas que les grandes têtes d'affiche médiatiques. Et dans cette profession, n'y a-t-il pas aussi peut-être un ferment de connexion avec ce que d'autres appellent les idées populistes, car ces journalistes-là font vraiment partie intégrante du peuple souffrant. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut penser de la classe médiatique. Moi, en tout cas, je ne la condamne pas dans son ensemble. C'est vrai qu'il y a du bas clergé, il y a du haut clergé, qu'il n'y a rien de comparable entre un journaliste vedette qui présente le 20h de TF1 et un pigiste au Parisien. Ceci étant, dans les écoles de journalisme, il y a quand même une préparation à une forme de bien-pensance qui n'est pas très, très glorieuse. Moi, je trouve que ce qui fait la fierté de la France, c'est d'avoir cultivé l'esprit critique. Et je trouve qu'on ne cultive pas assez dans les écoles de journalisme l'esprit critique. Voilà. La classe médiatique est en retard par rapport à la société civile. Elle ne devrait pas l'être. Au contraire, elle devrait l'accompagner. Eh bien, pas du tout. Elle est en retard. C'est certainement un des derniers bastions où il y aura une résistance aux idées souverainistes, mais progressivement quand même. Je sais qu'il y a d'autres personnalités politiques, pas politiques, journalistiques ou médiatiques, qui pensent pas loin de nos idées. Hein. Alors, dernière question sur le monde médiatique. Que pensez-vous de ces organismes autoproclamés comme les décodeurs du Monde, Check News de Libération, même l'AFP Factuel, qui se proclament être tout simplement ceux qui vont définir le vrai du faux. Et cela pose d'ailleurs des problèmes. Il n'y a pas si longtemps, Charles-Henri Gallois
a repris un tweet de AFP Factuel qui n'était justement absolument pas factuel. Cette tendance à pouvoir vraiment déclarer non plus une analyse, mais de dire voilà, les faits sont ainsi, est-ce que ce n'est pas une dérive importante du monde journalistique? Alors, d'abord, il y a un garçon qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Sami Biazoni, qui me parlait de ça il y a beaucoup, il y a pas longtemps. Il a écrit des livres très intéressants sur l'indigénisme, sur le wokisme, etc. Et il m'a dit, c'est un banquier, hein. Un banquier, c'est un homme qui a l'habitude de parler chiffres, c'est un homme qui a l'habitude de brasser des sources. Et il me disait, aujourd'hui, la dernière des choses à faire, c'est vraiment le fact-checking. On fait dire ce que l'on veut au fact-checking, on fait dire ce que l'on veut aux chiffres en vérité. C'est qu'une question d'interprétation de sources et de mise en perspective de différentes sources qui vous permettent de dire que finalement, blanc plus noir, ça va être gris, certes, mais noir plus blanc, ça va être gris aussi, et que dans le gris, vous allez avoir différentes sensibilités dans le gris. Donc on fait dire absolument ce que l'on veut. Alors, ma parabole, elle est maladroite. Ce que je veux dire par là, c'est que je dis, prends n'importe quel sujet, tu vas trouver tout et son contraire en open source, sur le web, partout. Et donc, après, c'est juste une sélection de sources qui s'opèrent et qui vont faire dire, selon l'excellent démographe de Hervé Lebras, par exemple, je reprends récemment quelque chose qui avait fait hurler les réseaux sociaux, quand dans le débat Zemmour-Mélenchon, d'un seul coup, la cellule fact-checking de BFM s'est mise à citer comme démographe objectif Hervé Lebras, dont on sait qu'il a un engagement, de même qu'on peut dire que Madame Tribala, qui est une grande démographe aussi, elle a une forme d'engagement quand même. Il n'empêche que on peut dire tout et son contraire si l'on cite Tribala ou Hervé Lebras. Voilà. Donc je pense que le fact-checking, c'est devenu le faux nez le faux nez de la subjectivité. C'est-à-dire on va pas dire on est au service d'une idéologie. Non, on va vous faire du fact-checking qui vous démontre que l'idéologie que l'on sert, elle est opérante et elle est du côté de la réalité. Or, c'est absolument pas comme ça qu'il faut travailler. D'abord, le fact-checking, normalement, si c'était fait convenablement, ça prend énormément de temps, ça se fait pas en direct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous prenez trois journalistes plus 2 stagiaires pour faire un peu nombreux dans une image de télévision et que 5 minutes plus tard vous dites non, on a vérifié, c'est pas vrai, et que vous avez fait sérieusement votre travail. C'est pas ça. Un travail d'archéologie de l'information, c'est un travail long, c'est un travail de mise en perspective. Et encore une fois, on peut faire dire beaucoup de choses. La meilleure des preuves, c'est que dans l'historiographie, par exemple, il y a des écoles d'historiographie. Il y a des historiographes qui pensent l'évolution de l'histoire de façon marxiste. Il y en a d'autres qui la pensent de façon beaucoup plus incarnée, liée aux hommes et aux grands dirigeants. Il y a des gens qui sont des pointillistes dans l'histoire, c'est-à-dire qui disent il n'y a pas de sens global à l'histoire. L'histoire est une suite de rencontres et de coïncidences qui ne mènent à rien. Voilà. Donc tout ça fait que finalement, le fact-checking, c'est vraiment une farce. Voilà. Certaines questions viennent dans le textuel échange, là, à propos de Florian Philippot, et certaines personnes reprochent à Front Populaire de ne pas donner la parole à Florian Philippot. Il n'est pas très tendre avec Front Populaire depuis le début, Florian Philippot. Bon, on va essayer de ne pas trop accorder d'importance aux déclarations un peu d'acrimonie qu'il a eues. Peut-être pas lui personnellement, d'ailleurs, c'est peut-être des gens dans son entourage. Mais on a remarqué quand même que sur les réseaux sociaux qui entourent les patriotes, il n'y a pas beaucoup de tendresse, ni pour Michel Onfray, ni pour Front Populaire, etc. Alors on va essayer d'être plus intelligent que ça et de ne pas tenir trop compte des critiques qu'on a vues émerger ici ou là sur les prises de position. Parce qu'après tout, encore une fois, Michel Onfray, il a le droit, ayant été malade du Covid, et de penser ce qu'il a pensé. Il n'a pas épousé des thèses, et c'est quelque part à son honneur de ne pas vouloir être systématiquement dans le sens du vent. C'est vrai que
lui, il a été, depuis le premier jour, favorable au vaccin et qu'il l'a dit, qu'il l'a écrit, qu'il l'a crié sous tous les toits. Bon, ben voilà, c'est Michel Onfray. Michel Onfray est un philosophe singulier, un intellectuel qui pose un certain nombre, je dirais, de constats et d'analyses qui sont les siennes et qui sont en général originales. En tout cas, ça fait pas de mal d'avoir des personnages comme lui sur la scène intellectuelle. Maintenant, bon, bah, ça n'a pas plu à un certain nombre de souverainistes, ça n'a pas plu à un certain nombre de gens qui sont dans l'entourage de Philippot. Il a pris, lui, la décision d'être à fond derrière les anti-vax, etc. Bon, écoutez, voilà, ce sont des dissensions, mais essayons de ne pas se tirer de façon un peu basse dans les pattes, quoi, et se faire des mauvais procès, voilà. Sur le positionnement de Front Populaire, et peut-être plus encore de Michel Onfray, pour le girondisme. Certains souverainistes sont attachés à la France une et indivisible et considèrent que le fait de pouvoir faire surgir des formes radicales de régionalisme, ça finirait par provoquer la désintégration de l'unité nationale, comme d'ailleurs la Commission européenne aide beaucoup les mouvements régionalistes. Et cela paraît pour certaines questions, en tout cas du textuel, comme quelque chose d'assez contradictoire avec un engagement de souveraineté nationale et de souveraineté populaire. Bah, je crois pas. Je crois pas que ce soit le cas. D'abord, je pense pas que Michel Onfray veuille démanteler, alors qu'il dit le contraire toute la journée, veuille démanteler l'État-nation. Non, simplement dans l'État-nation, qu'est-ce que l'on fait des régions? Est-ce qu'on leur donne, et on l'a bien vu d'ailleurs pendant la crise, c'était très mal géré parce que précisément on avait une méthode jacobine de gestion de la crise sanitaire où on décrétait du jour au lendemain que les commerces de Rennes ou de Saint-Brieuc allaient fermer exactement comme ceux de la Seine-Saint-Denis, alors que les taux d'incidence Covid étaient totalement différents. On parlait de 1 à 10. Donc c'est aberrant de vouloir tout faire gérer de Paris. Ça, c'est ce que dit Michel de façon régulière depuis son premier jour. Il a toujours pensé que le pouvoir hyper centralisé, c'est une forme de cécité et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se décider sur le plan local, sur le plan des régions, sur le plan de la commune, cette forme de communalisme dont il parle souvent. Regardez le modèle suisse, il est quand même très intéressant aussi. On dit tout le temps, ah oui, mais c'est un petit pays, donc on ne peut pas s'en inspirer. Ben non, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas s'inspirer. Le modèle suisse, il est très intéressant. C'est un modèle qui inclut beaucoup le citoyen, qui lui demande de s'exprimer souvent pour des choses qui sont d'ordre local, régional ou national. Eh ben c'est très intéressant et ça ne dysfonctionne pas. Il me semble qu'on n'a pas de leçon aujourd'hui à donner à nos amis suisses. Voilà. Donc je pense que au contraire, Michel Onfray, il n'est pas dans l'idée d'un fédéralisme. C'est pas la même chose. L'idée de voir les provinces avoir un peu plus voix au chapitre ne veut pas dire qu'on est pour une forme de fédéralisme. C'est différent. Mais peut-être qu'on peut aussi repenser d'une manière générale l'organisation territoriale. Aujourd'hui, on est quand même dans un millefeuille qui est devenu très très délirant. Pensez donc, il y a la commune, l'intercommunalité, le département, la région et la nation. Il y a 5 niveaux. C'est quand même beaucoup, beaucoup. Donc, on peut aussi se dire qu'une bonne réforme pourrait donner plus d'autonomie à des territoires, mais qui est moins de millefeuilles de dilution de la décision. Pourquoi pas avoir des assemblées territoriales qui ne soient ni d'ordre régional ni d'ordre départemental, mais entre les deux, qu'il y en ait plus, mais entre les deux, et d'ordre national. Voilà. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir 5 niveaux de décision, on pourrait en avoir que 3 en fait. Voilà. On aurait économisé 2 niveaux déjà. Et surtout en économisant l'échelon européen, bien entendu. Bah, bien sûr. C'est plus important. Bien sûr. Justement, comment voyez-vous
l'articulation qu'il pourrait y avoir dans notre combat commun entre Front Populaire et Génération Frexit. Je sais que vous travaillez de plus en plus avec Charles-Henri Gallois, mais voyez-vous des synergies qui pourraient se faire avec notre mouvement? Oui, je le crois. Il y a d'ailleurs, Michel a beaucoup de sympathie pour Charles-Henri Gallois aussi. Je pense que on propose pas exactement la même chose. Front Populaire se propose d'être, même si vous animez sous la forme, par exemple, de salon comme on le fait ce soir, une vie intellectuelle, nous on la propose sous une autre forme, avec des émissions, avec un média trimestriel, avec un site très animé, etc. Je vois donc des tas de complémentarités dans nos actions. Et nous, on est très absents de ce que j'appellerais la protestation, l'organisation d'événements qui soient une manifestation, un meeting comme vous en aviez tenu à l'occasion de la date anniversaire du référendum. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que oui, je pense qu'il peut y avoir Génération Frexit est tout à fait en capacité d'organiser des choses qui ne sont pas organisées par Front Populaire, bien sûr. Et donc, je pense qu'on a une certaine forme de complémentarité. Nous allons peut-être arriver à la fin de cet entretien. Je vais passer la parole à Charles-Henri Gallois pour qu'il puisse justement aussi nous dire un petit peu les synergies qu'il verrait entre Front Populaire et Génération Frexit. Et en tout cas, je voulais vous remercier beaucoup pour l'ensemble de vos explications extrêmement claires, précises et franches sur tout le combat commun que nous allons mener ensemble. Merci beaucoup. C'était en tout cas très, très agréable de discuter avec vous. Et moi, je suis à mon modeste niveau là pour partager de l'information et créer du lien entre les uns et les autres. Donc, je suis très content de cette soirée. Merci. Charles-Henri, à toi de conclure. Un grand merci à évidemment Stéphane pour les quasiment pas loin d'1h45 d'intervention et questions-réponses. Donc, chapeau et Philippe pour l'animation des questions. Pour répondre à ta question, Philippe, oui, de toute façon, on travaille et j'échange régulièrement avec Stéphane et Front Populaire. Donc, des synergies sont évidemment naturelles et on essaie en tout cas d'y travailler d'une manière générale. De toute façon, Génération Frexit a toujours été dans une démarche d'ouverture vis-à-vis du souverainisme et des autres même mouvements politiques souverainistes, même s'il peut y avoir évidemment il y a des divergences sur différents aspects, mais encore plus avec le travail de qualité que fait Front Populaire, c'est évidemment certain, et on continuera bien évidemment de travailler ensemble. Sur la question de l'Union européenne et d'un référendum, rappelez-vous, même si je le fais souvent, qu'au Royaume-Uni, c'est pas mon ami Nigel Farage qui défendait le Brexit qui a gagné, même s'il a mis la pression, mais c'est en mettant une grosse pression que c'est un candidat mainstream, opportuniste, qui était même pas en faveur du Brexit, David Cameron, qui l'a inclus justement dans son programme pour assurer son élection. Donc il faut évidemment continuer ce combat-là, et je pense qu'il faudra évidemment travailler tout ce qui est union souverainiste ou à minima un dialogue pour la suite. Les élections européennes qui sont censées être les élections reines pour les souverainistes, et il n'est pas normal qu'en France, les souverainistes fassent des scores aussi faibles aux élections européennes. Si je refais mon parallèle avec le Royaume-Uni, Nigel Farage aux élections générales, il faisait du 2%, même si le système anglais est différent, et aux européennes, c'était le premier parti du Royaume-Uni, parce qu'il mangeait entre autres le parti conservateur. Voilà, donc sur ces paroles plus optimistes et de combat, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.